Au bout d'une quinzaine d'épisodes qui concluaient la saison 1, c'est avec un très grand plaisir que je démarre la saison 2. Donc, bonjour à tous, ici Michael Cyr, je suis kinésiologue et préparateur physique. Au vu de la dernière saison, j'avais quand même quelques statistiques que je trouvais intéressantes, surtout au niveau du nombre d'auditeurs par rapport au podcast, et surtout j'en ai vu de tout ça dans différents pays. J'en ai vu au Canada, aux États-Unis, puis aussi en France, en Guadeloupe. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de voir que malgré le peu de nombre qui écoutent le podcast présentement, j'arrive quand même à faire le tour du monde. Fait que je trouve ça quand même très motivant. Donc, pour débuter la saison 2 du podcast, j'avais en tête de discuter d'un sujet qui est relativement actuel, autant dans la génération de mes parents, autant dans la mienne et dans la suivante. J'aimerais parler d'anxiété de performance, mais je n'irai pas vraiment en détail concernant ce sujet-là, car c'est un sujet qui est relativement vaste, donc j'aimerais beaucoup, surtout de décortiquer légèrement, ou plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'anxiété de performance et comment, avec quelques trucs de mon cru et aussi de mes recherches, comment on pourrait s'aider à la contrôler. Et quand je parle d'anxiété de performance, j'aimerais surtout parler avec vous de deux principaux aspects, soit le stress ou l'anxiété qui est somatique, ou encore le stress ou l'anxiété qui est cognitif. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer de ce pas l'épisode et je vous souhaite à tous bonne écoute. Si jamais vous voulez aussi m'encourager ou encore peut-être faire connaître un petit peu plus mon podcast, donc vous pouvez toujours venir voir le lien sur ma page Instagram ou encore le lien que je vais laisser en description pour ce qui est du podcast. Donc, je vous remercie à tous et à tous. Bonne écoute et bienvenue à la barre haute. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse. Donc, avant toute chose, sachez que je ne suis pas un professionnel dans le domaine de l'anxiété. D'accord, il y a du monde qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience et de bagages. Donc, moi, mon objectif, c'est surtout de vulgariser un peu le concept, mais également juste vous faire prendre un petit peu conscience de qu'est-ce que c'est en fait, puis éviter le plus possible de manque de compréhension du sujet. Donc, c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais ça faire une petite mise en contexte. Quand on parle de stress, ok, il faut toujours essayer de faire la différence entre du stress qui est positif et du stress qui est négatif. Quand on veut performer en tant que tel, que ce soit une tâche, que ce soit une activité physique ou quelconque, il y a toujours un minimum de stress qui est acceptable dans lequel on a besoin, entre autres, pour se préparer davantage en vue d'une tâche. Puis en même temps, le fait d'avoir un stress qui est quand même pas trop élevé, qui est relativement plutôt aigu, ben ça nous permet, entre autres, d'augmenter notre fréquence cardiaque, être beaucoup plus allumé, être beaucoup plus vigilant. Donc, ce serait à prendre en considération aussi que le stress n'est pas toujours négatif, qu'on peut toujours trouver du positif. C'est surtout que si on n'a pas un minimum de stress, ben, on ne peut pas faire de performance. Puis quand je parle de performance, encore une fois, ce n'est pas des performances qui sont excessivement élevées du genre athlète professionnel, mais c'est surtout en fonction d'un objectif qu'on veut se fixer. Je pourrais entre autres parler un peu plus de mon podcast en tant que tel, justement, comme j'avais déjà dit dans le premier épisode, donc dans l'intro de Feu, c'était surtout que j'avais beaucoup, à plusieurs reprises en fait, j'avais essayé de reprendre certains points que je voulais vous faire part pour l'introduction, mais ça, ce serait entre autres parce que je voulais que mon podcast soit quand même de quoi qui soit intéressant, qui soit interactif, donc en reprenant beaucoup des séquences audio, ben, de un, c'est que j'avais un certain stress. Moi, je voulais quand même, vu que c'était le début, en fait, de mon cheminement dans mon podcast, mais je voulais quand même que ce soit bien, que je voulais que le monde aime ce que j'écoute, pas ce que j'écoute, mais ce que je dis. Donc ça, en tant que tel, c'est le stress qui me permettait un peu d'aller chercher le petit plus dans cette partie-là. Mais c'est aussi un peu le stress ou un peu l'augmentation plutôt de ma vigilance qui me permettait en fait d'aller chercher peut-être des informations ou des sujets qui pourraient être intéressants puis essayer de trouver les bonnes informations pour vous permettre en fait de mieux comprendre le concept ou de mieux vulgariser pour vous en fait les concepts que j'abordais dans mes épisodes. Donc, ceci dit,
maintenant que ça c'est fait par rapport au contexte, par rapport à mon exemple, mais je peux vous résumer en fait qu'est-ce que l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, c'est un stress qui est difficile ou qui n'est pas du tout géré et qui peut occasionner des problèmes ou encore des aspects un peu plus négatifs. Entre autres, on pourrait parler entre autres de la pression qui est trop grande en fonction de certains événements, en fonction de certaines demandes aussi. On peut se sentir qu'on jugé, on peut avoir la peur, une certaine peur au niveau de l'échec dans une tâche qu'on nous avait attitrée ou plutôt dans un objectif qu'on s'était fixé. Et également, un autre facteur qui permettrait de déterminer un peu qu'on subit un peu l'anxiété de performance, c'est surtout qu'on s'attribue intérieurement, en fait, les échecs reliés à une tâche ou à une action qu'on s'était fixée. Et lorsque toute attente, on se retrouve à avoir du succès dans une action, dans une tâche ou dans un objectif, mais on attribue régulièrement ce succès-là par la chance. Donc, on peut voir un petit peu aussi qu'on néglige un peu l'effort qu'on a fourni pour telle action, puis qu'on ne s'attribue pas nécessairement le mérite. Et par rapport à ce phénomène-là, mais il y a des causes qui peuvent expliquer un peu pourquoi on en est rendu là dans nos pensées au niveau de l'anxiété et de la performance. Un des premiers points, c'est surtout qu'on découvre qu'on a une absence à peu près de stimulation. On a une absence de défis à relever. Ça serait une des causes par rapport à ça. Sinon, les autres causes qu'on pourrait retrouver, ce serait par exemple la critique d'un parent ou plutôt d'une autorité supérieure, puis ça vient nous démoraliser. Ça peut être aussi la comparaison avec les pairs aussi. On se sent un petit peu moins bon que les autres. Pourquoi la personne est meilleure que moi dans tel domaine. Pourquoi, en fait, le gazon est plus vert chez le voisin. Mais ça, ce serait une des causes qui pourrait expliquer l'anxiété de performance. Ça peut aussi être relié à la mauvaise communication avec les collègues, avec les coachs aussi, quand il est temps, par exemple, de remplir une action, de remplir une tâche. Puis donc, si on a une mauvaise communication avec, mettons, son supérieur qui nous a demandé de faire une tâche ou peut-être une action quelconque, mais le fait peut-être, ça augmente à peu près les risques aussi de ne pas comprendre, de ne pas réussir l'action en tant que telle, puis ça peut nous créer un certain stress aussi de performance par rapport à ça. Ça peut être aussi relié à des objectifs qui sont ambitieux, qui peuvent être parfois presque dans l'irréalisme, mais aussi qui ne sont pas réussis. Donc, on ne se sent pas vraiment compétent dans notre domaine ou dans notre action, dans nos tâches. Donc, ce qui fait qu'on peut augmenter à peu près le risque ou plutôt le stress relié à l'action qu'on a à faire. Nous avons aussi tendance à mettre un petit peu trop d'importance aussi aux événements, aux activités, ce qui peut créer à peu près de l'incertitude face à l'événement en question ou face à l'objectif et descendre un peu notre estime personnelle. Dans les deux dernières causes aussi que j'aimerais peut-être vous faire part, ce serait entre autres le fait d'avoir l'incapacité en fait d'accepter les erreurs. Donc, les erreurs, c'est des choses qui peuvent arriver à tous et chacun, même si c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Mais le fait de ne pas accepter les erreurs en tant que telles, c'est une cause aussi qui permettrait en fait d'expliquer l'augmentation du stress relié à la performance. Puis, un dernier point aussi au niveau sportif, mais c'est surtout l'endroit dans lequel on effectue une compétition. Donc, il y a toujours une différence entre le fait de faire un sport à domicile versus à l'extérieur. Quand on est à domicile, c'est avec des gens qu'on connaît, c'est avec notre entourage. Donc là, on se sent investi d'une mission plus grande pour satisfaire en fait les spectateurs qui viennent nous voir participer à nos activités. Comme j'avais expliqué aussi dans l'introduction, il y a deux types d'anxiété dans lesquels j'aimerais vous faire part. Le premier serait au niveau cognitif. Dans le fond, l'anxiété cognitive, c'est quoi? Mais c'est surtout caractérisé par des attentes qui sont parfois, même souvent, pessimistes face à la réussite de la tâche. Donc, on se fait une auto-évaluation qui est négative direct en partant. Et ça, c'est vraiment, ça peut être des jours ou des semaines avant une compétition ou avant de franchir l'échéance d'une tâche en tant que telle. Ça peut même nous créer un manque de concentration par rapport à ça parce qu'on met beaucoup trop le focus sur la négativité.
Par exemple, un élément concret qui peut probablement vous faire parler, c'est surtout lors d'un examen. Mettons, j'ai un examen à l'école dans 2 semaines. Ben, les 2 semaines avant, c'est que ou même plus ça s'approche, plus je me dis, j'ai pas pris le temps assez d'étudier, j'ai pas trop compris la matière, je sais pas ce que je vais faire, je sens que je vais échouer l'examen, je serai pas aussi bon. Donc, c'est vraiment des pensées, des paroles internes, des mots qu'on se répète régulièrement, qui ont toujours des caractères négatifs, dans le fond, qui vont faire en sorte d'augmenter notre niveau d'anxiété. Au niveau de l'anxiété somatique, qui est vraiment la deuxième type d'anxiété que je vais vous faire part aujourd'hui, mais c'est surtout relié à l'amélioration des performances. L'anxiété somatique est quand même différent du cognitif parce qu'il n'a pas nécessairement des aspects négatifs en tant que tel. Dans le fond, l'anxiété somatique, il renvoie surtout à l'aspect physiologique, ou plutôt la notion d'activation cardio-musculaire, entre autres, qu'on peut surtout remarquer grâce à certains indicateurs comme la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la tension musculaire, la chaleur de la peau, le souffle court, les mains moites. Donc, c'est vraiment plus des signes et symptômes en tant que tels, comparativement au niveau cognitif, ou ce que c'est vraiment au niveau mental que ça se passe davantage. Au niveau de somatique, ce qui est intéressant par rapport au cognitif, c'est qu'au début d'un événement, au début d'une action, par exemple, j'ai une compétition de hockey, ou encore j'ai un examen oral à faire devant les gens, mais l'aspect cognitif, pas cognitif, pardon, mais somatique, lui, va surtout descendre rapidement le niveau d'anxiété en début de compétition ou en début d'activité, comparativement peut-être au cognitif. Donc, c'est vraiment à l'instant présent qui descend. Puis quand on parle de descente, je parle vraiment du niveau d'anxiété. Comme je vous l'ai dit, l'anxiété somatique n'est pas nécessairement négatif lorsqu'on l'a bien compris. Entre autres, c'est toujours préférable en fait d'avoir un niveau d'activation, donc un niveau de stress qui est légèrement supérieur à la moyenne, plutôt qu'au niveau normal ou sous la normale. Il y a un graphique qui est super intéressant qu'on appelle un U inversé. Donc plus à un certain niveau, que le niveau d'anxiété augmente ou le niveau de stress augmente à un certain point, mais ça permet d'aller chercher une activation qui est optimale. Par contre, si le niveau de stress n'est pas assez élevé ou est trop élevé, malheureusement, les performances vont décroître. Et ça, bien sûr, le niveau d'activation, mais ça dépend toujours de l'action ou de l'objectif que vous vous êtes fixé. Un haut niveau d'activation est surtout primordial, donc est surtout très intéressant pour des activités qui nécessitent surtout de la rapidité, de l'endurance et surtout de la force, donc des activités surtout à caractère physique. Par contre, un haut niveau d'activation est potentiellement nuisible aux habiletés qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent soit des mouvements musculaires précis, de la coordination, mais surtout de la concentration. Donc, si notre niveau d'activation est beaucoup trop élevé, puis qu'on fait une tâche, par exemple, de bureau, ce que ça demande toute notre concentration, mais c'est sûr que nos performances ne seront pas nécessairement optimales. Donc, c'est important de faire vraiment la comparaison entre une tâche qui est physique et une tâche un peu plus cognitive. Là, nous avons vu ensemble qu'est-ce que pouvaient être les causes de l'anxiété de performance. Quels sont les deux types d'anxiété qu'on peut retrouver, donc somatique et cognitif, et leur niveau d'importance est différent, n'est pas nécessairement la même, mais aussi, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est quels sont les effets à long terme si on n'arrive pas à maîtriser notre niveau d'anxiété générale dans la vie de tous les jours. Entre autres, on peut être irritable envers notre entourage, envers nos collègues, nos amis, notre famille. On peut aussi subir une baisse de productivité. On peut aussi avoir un très grand manque de sommeil. On peut avoir de la fatigue chronique, essentiellement au réveil ou tout au long de la journée. On peut aussi avoir une perte de motivation. Donc tout ça, ce sont des signes, ce sont des effets qui sont potentiellement nuisibles à long terme si on ne fait pas attention au niveau de notre anxiété. Mais, j'aimerais quand même vous faire part de trucs simples que vous pouvez appliquer aussi dans la vie de tous les jours pour vous permettre de mieux maîtriser votre niveau d'anxiété. Bien sûr, ce sont des trucs que moi je vous donne. Puis encore là, il y a des professionnels qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour vous donner peut-être des trucs qui sont beaucoup plus adaptés pour vous. Un des premiers trucs que j'aimerais vous faire part, c'est surtout d'améliorer votre sentiment d'efficacité. Donc, allez chercher entre autres des mini-objectifs qui sont réalistes, qui sont faciles à faire.
Ça va vous permettre en fait d'augmenter vos réussites et aussi d'améliorer votre confiance personnelle. Un autre truc aussi que je peux vous donner, c'est des techniques de relaxation et de respiration. OK? Donc, les exercices de relaxation et de respiration, vous pouvez en trouver plein sur Spotify, sur les réseaux sociaux, vous pouvez en trouver aussi sur Internet. Donc, essayez de trouver les activités, les techniques qui vous conviennent le mieux également. Donc, en trouvant ces activités-là, bien, ça va vous permettre en fait de l'imposer à votre routine, puis aussi vous aider à mieux améliorer le contrôle de votre anxiété. Également aussi, ce qu'on peut faire comme truc, donc c'est vraiment au niveau d'un discours interne qui est positif. Donc, donner des instructions qui sont positives et qui ne sont aucunement négatifs. Quand je parle de négatif, c'est par exemple dire ne rate pas le lancer, ou plutôt ce que vous pourriez vous dire, c'est tu vas réussir le lancer, ou encore donner une indication qui est lance entre les deux cibles, ainsi de suite. Donc, trouver peut-être des patterns, plutôt des discours internes qui sont positifs, qui ne portent pas la négation pour vous aider en fait à mieux contrôler votre capacité de performance ou plutôt votre capacité à mieux gérer votre anxiété. Vous pouvez aussi travailler sur l'optimisme, donc toujours à tous les jours, exemple, à la fin de la journée avant de vous coucher, de vous donner 3 qualités qui vous définissent, ou plutôt des actions que vous avez faites durant la journée qui ont été bénéfiques pour vous ou pour votre entourage. Donc ça, vous les remémorez le plus de fois possible au courant de la semaine, mais ça pourrait, entre autres, vous permettre d'avoir un meilleur contrôle personnel, de vous sentir mieux aussi avant de dormir, puis également en étant mieux dans son esprit, mais ça va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil, donc peut-être d'éradiquer aussi le manque de sommeil qui est un des effets plutôt d'anxiété de performance. J'aimerais également terminer l'épisode du podcast aussi avec une petite parenthèse concernant plutôt les compétitions, plutôt le sport en général. Vous savez, il est démontré qu'un échauffement adéquat ou une préparation mentale adéquate avant une compétition ou plutôt avant une activité spécifique, mais ça vous permet d'avoir un niveau d'activation qui est surtout optimal pour vous permettre d'atteindre de meilleurs niveaux de performance. Donc, c'est important de surtout le rendre primordial dans votre routine d'activité en tant que tel, plutôt que le négliger. Donc, ça, ce serait à prendre en considération. Donc c'est ce qui conclut un petit peu l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je rappelle que là, c'est vraiment un résumé sommaire en fait de qu'est-ce que l'anxiété de performance. On s'entend que le sujet est beaucoup plus vaste. Si vous voulez en connaître plus, je vous conseille entre autres de communiquer ou plutôt d'écouter le docteur Jean-Michel Pelletier qui est psychologue sportif. Entre autres, un des épisodes que j'avais beaucoup apprécié sa présence puis qui discutait surtout de l'anxiété de performance, c'est dans le podcast Productif au quotidien et spécifiquement le numéro 113 du podcast. Donc, je vous remercie à tous de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions de sujets que vous voulez me faire part, vous pouvez toujours essayer de me contacter, entre autres, sur Instagram. Ça me fait plaisir de vous lire. Et sinon, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve à un nouvel épisode de La Barre Haute. Bye bye!